Le 26 septembre 1986, à Houston, au Texas, aux États-Unis, la chaleur de l'après-midi pèse sur les rues. Derrière un restaurant mexicain, une allée étroite, peu fréquentée, s'étire entre des murs de briques délavées. Un homme qui travaille à quelques pas de là s'aventure dans cet endroit durant un moment de repos. Soudain, son regard est attiré par une silhouette allongée, à moitié cachée par des déchets et des cartons humides. Il reste immobile, incapable de comprendre ce qu'il voit, jusqu'à ce que la réalité s'impose dans son esprit. Il tourne les talons, la gorge serrée, et appelle la police. Quelques minutes plus tard, les premiers agents arrivent, leur regard échangeant des signes muets d'une même conviction. Ils savent qu'ils ne sont pas devant un simple malheur, ils sont devant un acte prémédité. Et ce qu'ils ne peuvent pas deviner encore, c'est que ce qui commence ici va se répéter encore et laisser une empreinte indélébile sur la ville. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante mais bien réelle du tueur en série Anthony Allen Shore, aussi surnommé The Tourniquet Killer. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Le 25 juin 1962, dans la ville de Rapid City, dans l'état du Dakota du Sud, aux États-Unis, un nouveau-né vient au monde dans une petite chambre d'hôpital où le soleil du matin filtre à travers des rideaux jaunis. Ce bébé, nommé Anthony Allen Shore, est le premier fils de Robert Shore, un militaire à la carrière itinérante, et de Deanna Shore, une assistante médicale au sourire discret mais aux règles strictes. Dès les premiers mois, la vie de la famille prend le rythme des ordres de mutation de Robert, le père. En quelques années, les déménagements se multiplient, emportant les affaires dans des cartons qui ne restent jamais assez longtemps ouverts. Après une première étape au Kansas, la famille Shore pose leurs valises en Alabama, dans une petite maison aux murs clairs. C'est là qu'Anthony commence à faire parler de lui. Les voisins le voient souvent jouer seul, loin des autres enfants, tournant en rond dans la cour ou fixant longuement les choses sans dire un mot. Un jour, un événement inquiétant survient. Alors qu'il n'a que 4 ou 5 ans, un cri aigu monte de l'extérieur. Deanna, sa mère, sort en courant et trouve son fils devant le corps sans vie d'un chat errant. Un fil de nylon enroulé autour du cou de l'animal. Le regard d'Anthony est vide, impassible, comme s'il observait une expérience plutôt qu'un acte violent. Cet incident reste dans les marges de la vie familiale, non dit, non expliqué, mais impossible à oublier. Quelques années plus tard, un nouveau transfert en Floride apporte un climat plus chaud, mais aussi une atmosphère domestique de plus en plus tendue. Les disputes entre Robert et Deanna, les parents, sont fréquentes, parfois violentes. Anthony, sa sœur Laurel et leur plus jeune sœur Regina grandissent au milieu de ces affrontements, apprenant à écouter les portes claquer, comme d'autres écoutent des histoires avant de dormir. La mère, souvent distante, impressionne par son contrôle et son regard froid, tandis que le père, absent de longues périodes, revient avec une autorité plus rigide encore. En 1976, après le divorce des parents, Deanna et ses enfants s'installent définitivement dans la ville de Houston, au Texas, et Anthony entre à la Springwood High School. Les élèves qui le rencontrent à cette époque le trouvent étrange, difficile à approcher. Certains racontent qu'il semble parfois observer les autres avec une intensité malsaine, sans dire un mot. Chez lui, les comportements troublants se multiplient. Un jour, lors d'une dispute avec Laurel, sa sœur, Anthony saisit un tournevis et le plante dans le cuir chevelu de sa sœur. La blessure n'est pas mortelle, mais l'impact psychologique reste profond. Les amis de ses sœurs racontent également que le jeune homme les poursuit dans les couloirs ou les regarde par les fenêtres avec un sourire étrange. À l'adolescence, des signes plus profonds de trouble apparaissent. Anthony fait des cauchemars
suivi d'épisodes d'énurésie. Il développe une peur exagérée des chiens, restant immobile lorsqu'il en croise, comme figé par une terreur irrationnelle. À la même période, un événement resté flou et jamais officiellement confirmé vient s'ancrer dans son histoire. Anthony racontera plus tard avoir été touché de façon inappropriée par sa propre mère. Cette confession, si elle est vraie, ajoute une couche supplémentaire au climat déjà instable et aux racines de sa future violence. Son parcours scolaire continue, mais il reste un élève moyen dans l'ombre, sans éclat ni ambition apparente. Chaque déménagement, chaque incident familial semble le façonner un peu plus, enfonçant ses réactions émotionnelles dans une froideur et un contrôle qui, plus tard, prendront une toute autre signification. À la fin des années 70, Anthony Allen Shore quitte l'adolescence avec peu de liens solides. Les années de déménagement, les conflits parentaux et les incidents restés sans conséquences légales ont façonné chez lui une perception déformée des limites et du contrôle. L'entrée dans la vie adulte ne change pas cette trajectoire. À Houston, Anthony trouve des emplois dans la construction ou la réparation, mais rarement plusieurs mois d'affilée au même endroit. Le travail est pour lui une simple nécessité, jamais une passion. En parallèle, la musique l'attire. Il joue de la guitare dans quelques groupes locaux, fréquente des clubs et des bars, se créant une image de jeune homme un peu rebelle, charismatique par moments, mais toujours instable. À la même période, Anthony se marie et devient père de 2 filles, Amber et Tiffany. Aux yeux des voisins, c'est un homme ordinaire, un père qui répare sa voiture devant chez lui ou qui discute avec quelques amis sur le trottoir. Mais derrière les murs de la maison, le tableau change radicalement. Les disputes avec son épouse sont de plus en plus violentes, non seulement par les mots, mais aussi par les gestes. Anthony a besoin de dominer, de faire céder, et cette tendance prend racine dans des comportements intimes de plus en plus déviants. Les premiers signaux d'une bascule psychologique se dessinent clairement au milieu des années 80. Anthony ne cherche plus uniquement à gagner une dispute ou à prendre le dessus dans une conversation. Il commence à s'intéresser au moment où l'autre cède, à cet instant précis où la volonté s'effondre. Cette obsession de la soumission va l'amener à tester ses limites sur des femmes en dehors du cadre familial. Certaines rencontres initialement consensuelles basculent en situation d'agression, marquant le début d'un cycle dont il ne sortira plus. Son rapport à l'intimité se colore d'une nécessité de contrôler physiquement l'autre. C'est dans cette dynamique qu'Anthony découvre une méthode qui, plus tard, deviendra sa signature criminelle, l'utilisation d'un garrot improvisé. Au début, cette technique n'est pas fatale, elle sert à immobiliser, à s'assurer que la personne en face est réduite à l'impuissance. Mais dans son esprit, ce geste se charge rapidement d'une dimension nouvelle, celle de décider non seulement des mouvements de l'autre, mais aussi de sa respiration, de sa vie même. En 1986, cette fascination a déjà pris racine. Le reste n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle ne s'incarne dans une première victime. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes maintenant en septembre 1986 et les jours s'allongent dans la chaleur étouffante de Houston. Pour Anthony Allen Shore, cette chaleur ne vient pas seulement du climat, mais d'une pression intérieure qui lui ronge l'esprit. Depuis des semaines, une pensée persistante lui tourne la tête, comme un refrain qu'il ne peut faire taire. Sa vie domestique est un champ de bataille où il ne trouve plus aucune satisfaction, et les contacts occasionnels avec d'autres femmes ne suffisent plus à apaiser cette obsession qui lui ronge le cerveau. Il ne s'agit plus seulement de dominer, il s'agit de posséder, de sculpter chaque seconde jusqu'au moment où la volonté de l'autre s'éteint. Anthony passe des heures à conduire sans but clair, observant les rues, les passants, les recoins oubliés de la ville. Chaque coin d'ombre, chaque ruelle est une possibilité. Il s'arrête parfois, laisse son regard s'attarder sur des jeunes filles qui rentrent de l'école ou qui traversent un parking. Et dans son esprit se dessine un scénario qu'il rejoue en boucle. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Le 26 septembre 1986, ce quand trouve enfin son moment. Ce soir-là, Anthony repère Laurie Tremblay,
une adolescente de 15 ans en train de rentrer chez elle après avoir passé un moment chez des amis. Elle est mince, brune, avec un sac sur l'épaule et une démarche pressée. Anthony l'observe longuement, prenant le temps d'étudier ses mouvements, de prévoir le moment idéal. Quand elle s'éloigne des axes passants, il rapproche sa voiture, coupe le moteur et sort avec la précision d'un homme qui sait exactement ce qu'il veut. L'approche est rapide, contrôlée, un mouvement fluide pour s'assurer que Laurie ne puisse pas crier ou fuir. Le garrot improvisé est prêt, une corde solide à laquelle il a fixé une tige métallique pour augmenter la pression. D'un coup, il se jette sur elle. D'abord, c'est une tentative d'immobilisation, mais très vite, le geste devient plus fermé, plus lent, comme s'il voulait éprouver chaque réaction du corps. Les secondes s'étirent en une éternité. La respiration de la jeune fille change. Son corps se raidit puis s'affaiblit, ses mains essayant en vain de saisir le lien qui l'étouffe. Anthony regarde, fixe, calcule et ne relâche pas. Lorsque les mouvements de la jeune fille s'arrêtent, il ne montre ni hâte ni panique. Il reste immobile un moment, comme pour graver cette image en lui. Ensuite, calmement, il transporte le corps jusqu'à l'arrière d'un restaurant mexicain. Il dépose le corps là, avec une méthode qui ne semble pas improvisée, comme s'il avait répété ce moment des dizaines de fois dans sa tête. Puis il s'éloigne, sachant qu'il avait franchi une limite qu'il ne pourra jamais effacer. Plus tard, un employé du restaurant découvre le corps de Laurie Tremblay. La jeune fille est allongée dans l'ombre de l'allée, partiellement masquée par des cartons et des déchets. La scène est silencieuse, mais l'atmosphère porte une tension épaisse. L'homme se précipite à l'intérieur, appelle le 911. Et quelques minutes plus tard, 2 patrouilles arrivent sur place. Les agents de police avancent lentement, échangent des regards brefs, leur visage se fermant en observant les marques nettes autour du cou de la victime. Ils savent dès cet instant qu'ils ne traitent pas un simple homicide, mais quelque chose de plus rare, de prémédité. Pendant que les photographies s'enchaînent et que les techniciens ramassent les premières pièces à conviction, Anthony est loin de là, assis dans sa voiture, le regard fixé sur l'horizon. Il ne pense pas à la police, il ne pense pas au risque. Il repasse dans sa tête chaque seconde de la veille, chaque geste, chaque réaction de la victime. Il ne ressent ni culpabilité, ni peur. Il ressent une forme d'accomplissement, une satisfaction silencieuse qui le remplit d'une énergie nouvelle. Il sait désormais que rien ne pourra lui offrir ce même sentiment. Ce n'est pas une expérience isolée, c'est une porte ouverte sur quelque chose de plus grand. Et bien entendu, il allait recommencer. Les années passent, mais le souvenir de Laurie ne s'estompe pas. Au contraire, il se mue en un modèle, une scène de référence sur laquelle Anthony ajuste et perfectionne ses fantasmes. Au printemps 1992, après 6 années d'attente, Anthony trouve une nouvelle cible. Nous sommes le 16 avril 1992 à Houston. Le ciel est clair, l'air légèrement chaud. Et Maria del Carmen Estrada, une jeune femme de 21 ans, rentre chez elle après avoir terminé sa journée. Elle traverse un parking presque vide lorsqu'Anthony l'aperçoit. Le plan se met alors en place dans son esprit, avec la précision d'un geste répété. Il se rappelle la force nécessaire, les mouvements idéaux, la façon de guider une victime hors de vue, sans lui laisser le temps de comprendre. Il la suit, profite d'un moment où elle passe près d'une impasse et en quelques pas, il est sur elle. Le garrot est déjà prêt, préparé avant même qu'il ne la voie, comme si la journée avait été construite pour cela. La lutte est courte, mais l'intensité est maximale. Anthony appuie, contrôle, sent le corps qui se tend et se débat, les respirations qui se coupent par à coups. Son regard ne quitte pas le visage de Maria, observant le moment précis où l'énergie se transforme en abandon. Lorsque c'est terminé, il transporte son corps derrière un restaurant Dairy Queen, le disposant avec la même méthode que pour Laurie, comme une signature pour ceux qui sauront regarder. Puis il reprend la route, le cœur calme, le sentiment d'avoir affiné son art. Pour Anthony, chaque meurtre n'est pas seulement un acte, mais une pièce de plus dans une œuvre que lui seul comprend. Les mois qui suivent la mort de Maria del Carmen Estrada sont pour Anthony une période de silence apparent. Il travaille, passe du temps avec ses filles, donne l'image d'un homme ordinaire. Mais dans son esprit, les scènes se rejouent en boucle.
Chaque détail, chaque sensation lui reviennent comme une forme d'obsession. Pour lui, ce ne sont pas des souvenirs qui s'éteignent, ce sont des pièces d'une collection privée qu'il peut regarder à volonté. Et comme toute collection, il faut l'agrandir. L'année 1993 apporte avec elle une nouvelle occasion. Nous sommes le 19 octobre 1993, dans un quartier calme de Houston. Le soleil commence à baisser, et Selma Janske, une adolescente de 14 ans, est seule chez elle pour l'après-midi. Elle ne se doute pas que quelqu'un l'a repérée plus tôt dans la journée, et a déjà établi un plan. Anthony s'approche de la maison avec la même confiance que lors de ses précédents crimes. Il sait comment entrer, comment ne pas être vu, comment prendre le contrôle avant même que la victime ne comprenne ce qui se passe. L'attaque est rapide, un geste brutal pour immobiliser. Le garrot qui s'enroule avec précision, la force appliquée pour faire plier la résistance. Mais cette fois, quelque chose change. Selma lutte avec une énergie désespérée, ses mains parvenant par moments à détourner la pression. La scène devient chaotique. Anthony perd une partie du contrôle qu'il chérit tant. Il s'acharne, tente de reprendre l'avantage. Mais le bruit, les mouvements désordonnés, tout cela le pousse à revoir sa priorité. Sortir avant d'être pris. Il relâche, s'éloigne et quitte les lieux aussi vite qu'il le peut. Selma, en état de choc, mais vivante, parvient plus tard à décrire son agresseur. Pour Anthony, cette survie n'est pas une défaite, c'est un dérangement. Le plan n'a pas été parfait, le contrôle n'a pas été total. Cela ne fait que rendre plus forte l'envie de repasser à l'action, de reprendre ce qui lui avait échappé. Après l'agression de Selma Janske, les policiers de Houston multiplient les auditions, interrogent les voisins, parcourent les dossiers de suspects connus pour des actes similaires. La description fournie par Selma est exploitée, mais elle reste trop vague pour réduire la liste. Les agents évoquent la possibilité qu'il ne s'agisse pas d'un prédateur isolé, mais peut-être d'un voleur opportuniste, quelqu'un qui serait déjà parti loin de la ville. Les dossiers de Laurie Tremblay et de Maria del Carmen Estrada sont encore ouverts, mais rien ne relie officiellement ces dossiers entre eux. Les années qui les séparent, les lieux différents, les circonstances apparemment sans point commun font qu'aucune alerte spéciale n'est déclenchée. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais leur vision fragmentée est l'une des armes les plus efficaces d'Anthony. De son côté, Anthony ne change rien à sa routine apparente. Il continue à travailler par intermittence. Il passe du temps avec ses filles, fait des sorties en famille, assure son rôle de père dans une banalité apparente. Ses proches le connaissent comme un homme à humeur variable, parfois colérique, parfois charmant, toujours difficile à lire. Personne n'imagine que sous cette vie de père de famille se trouve un homme qui garde dans un coin de sa tête chaque image, chaque sensation de ses meurtres passés. Pour lui, ce ne sont pas des souvenirs qui s'estompent, ce sont des modèles à perfectionner. Et pendant qu'Anthony mène cette double vie, les enquêteurs poursuivent leurs pistes sans jamais croiser son nom. Aucun élément ne le place sur les scènes de crime. Aucune preuve n'existe pour le lier à la mort de Laurie ou de Maria. Les dossiers dorment dans des tiroirs séparés, et chaque jour qui passe éloigne les affaires les unes des autres. C'est dans ce silence policier que la prochaine opportunité va naître. Nous sommes le 8 août 1994, à Houston. L'air est lourd, imprégné d'une humidité qui colle aux vêtements et ralentit les mouvements. Pour Anthony, cette chaleur n'est qu'une couverture, une excuse parfaite pour traîner en voiture et observer sans attirer l'attention. Ce jour-là, son regard se fixe sur Diana Rebolard, une fillette de 9 ans, heureuse et pleine de vie, qui rentre d'une course pour sa famille. Elle marche seule sur le trottoir, sans se douter qu'elle est déjà devenue une cible. Anthony la suit lentement, calculant la distance, choisissant l'instant où la rue sera assez déserte. L'approche est précise, sans hésitation, en quelques secondes, il est à sa hauteur, la saisit avec une force contrôlée et la tire hors de vue des passants. La lutte est brève mais violente. La petite tente de se débattre, ses mains frappent dans le vide. Le garrot est préparé, un lien solide, tendu avec une tige, et Anthony l'utilise avec une maîtrise dérangeante.
La pression est lente, régulière. Chacune de ses respirations s'accélère, puis se coupe par à coup. Ses jambes faiblissent. Le regard d'Anthony reste fixé, captant le moment où la résistance se change en abandon total. Quand tout est silencieux, il ne montre pas d'urgence. Il transporte le corps derrière un bâtiment, loin des regards, et le dispose avec la même précision que dans les cas précédents. Le lien est retiré, les vêtements remis d'une certaine façon, comme pour ajouter une logique que lui seul comprend. Lorsqu'il quitte les lieux, il sait qu'il a retrouvé ce sentiment pur de contrôle total qui lui avait manqué après l'épisode de Selma Janske. Pour Anthony, ce n'est pas seulement un crime, c'est la preuve qu'il peut affiner son mécanisme, le rendre plus efficace, plus froid et plus personnel à chaque fois. Mais attendez, ce n'est pas fini. Nous sommes maintenant le 6 juillet 1995, en plein été texan. Anthony conduit sans destination fixe, le regard qui balaye les rues avec la méthode d'un chasseur. Ce jour-là, son attention se fixe sur Dana Sanchez, une jeune fille de 16 ans, au port déterminé et au regard franc, qui marche seule sur un tronçon isolé. Elle n'a pas l'allure fragile de ses précédentes victimes, mais Anthony y détecte un autre attrait, une certaine assurance, une force qui, s'il la brisait, lui apporterait une satisfaction différente. Il s'approche, lui propose de la déposer, mais Dana refuse poliment et continue son chemin. Ce refus, pour Anthony, n'est pas une simple réponse, c'est un défi. C'est le genre de geste qui réveille en lui le besoin de dominer, de démontrer qu'aucune décision ne lui échappe vraiment. Il la suit à distance, observant ses mouvements, jusqu'à trouver un moment où personne ne pourra intervenir. Lorsque l'attaque survient, elle est rapide mais calculée. Le garrot improvisé est déjà prêt, comme si l'après-midi entier avait été une simple préparation pour cet instant. Dana résiste, parle, tente de gagner du temps, mais Anthony reste sourd. Chaque tour supplémentaire autour de la tige rapproche le moment où la lutte cédera la place à l'abandon. Lorsque le corps s'immobilise, Anthony reste quelques secondes à la regarder, comme pour confirmer qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Mais cette fois, il ne se contente pas de partir en laissant la scène derrière lui. Quelque chose a changé. Après plusieurs années à agir dans l'ombre, sans voir les enquêteurs s'approcher, il éprouve le besoin de sortir de cette invisibilité. Pas pour s'incriminer, mais pour contrôler aussi le récit autour de ses crimes. L'idée de contacter les médias ne lui était jamais venue à l'esprit avant. C'est une première. Un pas de plus dans sa relation malsaine avec le pouvoir. Il veut choquer, mais aussi guider l'œil des autorités vers l'endroit exact où repose Dana, comme s'il s'invitait lui-même dans l'enquête. Lorsqu'il appelle anonymement pour donner l'emplacement, sa voix est calme, presque plate, comme s'il énonçait une simple information. De l'autre côté, la rédaction note les détails, les transmet à la police, et quelques heures plus tard, le corps est retrouvé. C'est la première fois qu'Anthony n'est pas seulement le fantôme qui frappe, mais aussi le messager qui présente son œuvre. Pour lui, ce geste n'est pas une prise de risque, c'est un nouvel étage dans le contrôle. Il ne se contente plus de décider de la vie ou de la mort, il décide aussi de comment et quand et par qui son crime sera découvert. Et une fois qu'il a eu ce pouvoir entre les mains, l'idée de redevenir un simple prédateur anonyme lui semble insuffisante. Cette action qu'il entreprend n'aura aucune conséquence. La police n'arrivera pas à remonter à lui. Et Anthony reprend sa vie comme si de rien n'était. À ce stade, rien ne semble pouvoir arrêter son périple macabre. Mais bientôt, la situation allait changer. Nous sommes en 1998, et la double vie d'Anthony continue sans faille apparente. Aux yeux des voisins et des collègues, il reste ce père qu'on croise sur le pas de la porte, le bricoleur capable de rendre service, celui qui accompagne parfois ses filles, Amber et Tiffany, à des activités ou chez des amis. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère est tout autre. Les règles y sont dures, les punitions fortes, et les humeurs du père impossibles à prévoir. Parfois, les éclats de voix cèdent la place à des silences étrangement lourds, où il suffit d'un regard de sa part pour figer tout le monde. Cette tension constante s'accompagne d'agressions que les deux jeunes filles ne savent pas comment nommer.
Des gestes intrusifs, des contacts forcés, des situations où elles se sentent prises au piège, incapables de comprendre pourquoi celui qui devait les protéger leur impose cela. Amber et Tiffany vivent avec cette peur, cette honte muette, des mois durant. Elles échangent parfois quelques mots entre elles, à voix basse, pour constater qu'elles ressentent la même chose. Mais jusqu'ici, aucune n'a eu la force de briser ce silence. Un jour cependant, tout bascule. Une dispute avec leur père prend une trop grande ampleur. Le ton monte, les gestes se font plus bruts. Quand le calme apparent revient, les deux sœurs se retrouvent seules, les mains tremblantes, les larmes contenues. C'est là que la décision mûrit, comme une évidence qu'elles n'osaient pas formuler avant. Aller à la police, dire ce qui se passe, mettre des mots sur ce qu'elles ont enduré. Quelques jours plus tard, elles poussent la porte d'un commissariat. Leurs voix sont hésitantes, mais le contenu de leurs paroles est suffisamment clair pour déclencher une enquête immédiate. Les récits des deux jeunes filles sont cohérents. Les détails s'alignent et les policiers comprennent qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une situation installée. Anthony est alors interpellé, jugé et reconnu coupable d'agression grave sur ses propres enfants. La peine tombe, 8 ans de prison. Et avec cette condamnation, le Texas applique une procédure qui semble minime sur le moment, mais qui va faire tomber tout l'édifice. Le prélèvement d'un échantillon d'ADN. Un coton-tige passe sur l'intérieur de sa joue, archivant un profil génétique qui reposera dans une base de données en attendant son heure. Anthony, lui, ne s'inquiète pas. Il croit encore pouvoir contrôler son image, sa vie et ce que le monde sait de lui. En 2003, Anthony est encore derrière les barreaux, purgeant sa peine pour les agressions sur ses propres filles. Sa routine carcérale est faite de gestes répétitifs, de visages qu'il croise chaque jour et d'un temps qu'il remplit avec un calme apparent. Il ne sait pas qu'à l'extérieur, une chaîne d'événements est en train de se mettre en place. Depuis peu, le Texas renforce son utilisation du système CODIS, la base nationale qui centralise les profils ADN. Des centaines d'échantillons anciens dormant dans des tiroirs sont enfin réexaminés avec de nouvelles méthodes d'analyse plus précises, plus rapides, capables de détecter des correspondances que les technologies d'il y a 10 ans ne pouvaient pas voir. Parmi ces échantillons, il y a celui d'Anthony, pris en 98 lors de sa condamnation. À l'époque, ce prélèvement était une formalité, un geste administratif, sans conséquences immédiates. Mais pour comprendre l'impact de ce moment, il faut revenir en arrière. Au printemps 1992, lorsque le corps de Maria del Carmen Estrada avait été retrouvé derrière un restaurant Dairy Queen, les techniciens de la police avaient pris soin de relever les échantillons biologiques laissés par l'assaillant. À l'époque, les sciences criminelles étaient déjà capables de détecter des profils ADN, mais les bases de données étaient limitées, les échanges entre États lents et les technologies encore trop peu développées pour offrir un nom. Le profil ADN de l'assassin de Maria existait. Il était là, stocké, mais il ne correspondait à aucun dossier connu. Il était comme une voix sans visage, en attente d'une écoute plus précise. Mais revenons en 2003. Lorsqu'un technicien entre le profil d'Anthony dans le système, la machine n'hésite pas une seule seconde. Il y a une correspondance parfaite avec l'échantillon pris sur Maria Estrada 11 ans auparavant. Pour les enquêteurs, c'est un choc et une avancée majeure. Cette affaire était bloquée depuis plus d'une décennie. Et voilà qu'un nom, un visage, apparaît dans leur dossier. Le plus étonnant est que l'homme est déjà en prison, ce qui signifie qu'ils peuvent l'interroger directement, sans risque de fuite. Mais cette situation ne rend pas la tâche plus simple. Anthony est connu pour son calme froid, sa capacité à rester impassible, même face aux accusations les plus graves. 2 détectives sont désignés pour se rendre à l'établissement pénitentiaire. Ils savent qu'ils ont la preuve ultime, mais ils savent aussi qu'avec ce type d'homme, l'ADN ne sera que le point de départ. Il faudra le faire parler, lui faire croire qu'il peut encore contrôler l'histoire. Anthony ne le sait pas encore, mais la partie qu'il jouait depuis 1986 est sur le point de lui échapper définitivement. Les portes métalliques de la prison résonnent lorsque les 2 détectives
traversent les couloirs. Ils ne portent pas d'uniforme, juste des vêtements civils. Mais leur mission n'a rien d'ordinaire. Un gardien les guide jusqu'à une petite salle d'entretien, aux murs nus et aux néons agressifs. Au centre, une table en métal. 2 chaises d'un côté, une de l'autre. Anthony entre peu après, menotté, avec ce regard fixe et légèrement amusé, qui semble tester la confiance de ceux qui lui font face. Les détectives commencent par remonter 11 ans en arrière, en avril 1992, à Houston. Une jeune femme retrouvée derrière un Dairy Queen. Ils décrivent la scène avec précision, l'exactitude du lieu, les détails que seul l'assassin peut connaître. Anthony reste immobile, mais ses yeux ne quittent pas les leurs. Puis l'un des enquêteurs pose sur la table un document plastifié contenant les résultats d'une analyse ADN. Leur voix est calme, mais inflexible. Ils lui disent alors « L'ADN trouvé sur la scène correspond au vôtre ». Le silence qui suit est lourd. Anthony ne sourit plus. Il ne dément pas, mais ne confirme pas non plus. Les minutes passent, les questions s'enchaînent, et sa défense se réduit à des réponses courtes, presque ironiques. Mais les fondations du personnage se fissurent. Au fil des entretiens qui suivent, cette froideur craque par instants. Il pose des questions aux enquêteurs, veut savoir ce qu'ils ont trouvé, et c'est là que la faille s'ouvre. Un jour, sans signe préalable, Anthony se penche légèrement en avant et déclare qu'il a des choses à dire. Les policiers écoutent, laissent le silence lui donner l'espace nécessaire. Alors Anthony raconte, pas seulement Maria del Carmen Estrada, mais aussi Laurie Tremblay, Diana Rebollar, Dana Sanchez et l'agression sur Selma Janske. Les dates, les lieux, les méthodes, tout correspond. Chaque mot sort avec une précision mécanique, comme s'il revoyait les scènes en temps réel. Ce ne sont pas des aveux désespérés, c'est une reconstitution détaillée, contrôlée, presque clinique. Quand il termine, les policiers savent qu'ils viennent de recueillir bien plus qu'une simple confirmation. Ils ont entre leurs mains la clé pour relier des affaires éparses, restées pendant des années sans lien officiel. Ce jour-là, Anthony devient le tourniquet killer aux yeux de la presse et de la justice. Un surnom qui fait référence au garrot qu'il utilisait pour ses crimes. Après ses aveux, Anthony est inculpé de 4 meurtres au premier degré et incarcéré en attendant son procès. Le procès d'Anthony Allen Shore s'ouvre en 2004, dans une atmosphère lourde. Malgré ses aveux multiples, le parquet choisit de construire l'ensemble de son acte d'accusation autour du meurtre de Maria del Carmen Estrada. Le choix n'est pas hasardeux, les preuves ADN y sont irréfutables, solides au point de résister à n'importe quelle contestation. Les autres crimes restent dans l'ombre des témoignages et des reconstitutions. Mais il flanque le procès d'une aura macabre qui pose le personnage. Dès le premier jour, Anthony se présente avec le même calme froid qui l'a accompagné durant les interrogatoires. Il observe les procureurs, les jurés, les journalistes, comme s'il était le spectateur de sa propre chute. Les témoins défilent, les photographies s'affichent, les résultats scientifiques sont lus avec une précision glaciale. Le jury entend aussi les éléments sur les autres victimes. Suffisamment pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un crime isolé, mais d'un schéma répété, maîtrisé, prémédité. La défense tente de jouer sur sa coopération, sur le fait qu'il a avoué spontanément les autres meurtres. Mais le procureur transforme cet argument en arme. Il ne s'agissait pas de remords, mais d'un besoin de contrôler l'histoire jusqu'au bout. Le verdict tombe en novembre 2004. Anthony Allen Shore est reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et condamné à la peine de mort. Il passera les années suivantes dans le couloir de la mort à Polunsky Unit, répondant occasionnellement aux lettres de curieux ou de journalistes, s'entretenant parfois avec les enquêteurs sur des affaires non résolues. Mais même lorsqu'il évoque d'autres crimes, il laisse des zones d'ombre, des éléments flous, comme s'il voulait emporter certains détails avec lui. Le 18 janvier 2018, à la prison de Huntsville, il mange son dernier repas, reste calme, parle peu. Avant l'injection létale, il adresse quelques mots aux témoins, des phrases qui ne révèlent rien. Puis la procédure commence. À 18h28, son cœur s'arrête et avec lui s'éteignent les secrets qu'il aurait pu livrer sur d'autres victimes.
Voici donc la terrifiante histoire d'Anthony Allen Shore. Un homme au visage ordinaire, un père de famille, un voisin que rien ne semblait différencier des autres. Mais dans l'ombre, il chassait. Entre 1986 et 1995, au moins 4 femmes, dont un enfant, ont trouvé la mort sous sa main, et une autre a survécu à son attaque. 5 destins brisés, des familles détruites, et pendant des années, personne n'a suspecté l'homme calme qui vivait parmi eux. Il a commis ses actes sans remords, puis les a reconnus, non par culpabilité, mais par besoin de maîtriser le récit jusqu'au bout, comme un homme qui prend acte de ce qu'il est. Le 18 janvier 2018, à la prison de Huntsville, le Texas a mis fin à sa vie par injection létale. Avant de mourir, il a laissé entendre qu'il avait peut-être fait d'autres victimes, sans jamais révéler leur nom. Certaines familles n'auront donc jamais de réponse, parce que lui ne parlait que quand il le décidait. Comme s'il avait voulu garder une part de contrôle, une part de pouvoir, une part d'ombre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.